Et je vais laisser la parole à M. Stéphane Villeneuve, directeur du CREF-PEQ. Donc, bonjour à toutes et à tous. À titre de directeur du CRIF-PEQ, il me fait plaisir de vous accueillir à ce webinaire. Avant de débuter, voici une brève biographie de notre conférencier d'aujourd'hui. Serge-Gérin Lajoie est professeur à l'Université de TELUC depuis 2017. Il y travaille à titre de professeur spécialiste en formation à distance, en technologie éducative et en enseignement supérieur. Détenteur d'un doctorat en technologie éducative de l'Université Laval, il a également complété une maîtrise en formation à distance et un DESS en technologie de l'information et environnement d'apprentissage de la TELUC. Il a également fait ses premières armes au baccalauréat en enseignement des sciences au secondaire à l'UQTR et est même détenteur d'un diplôme d'études supérieures en musique du Conservatoire de musique de Trois-Rivières. Avant son embauche à titre de professeur, il a agi à titre de conseiller pédagogique spécialisé en formation à distance à l'Université Laval, où il a œuvré dans plus d'une cinquantaine de cours à distance. Il a également acquis une solide expérience pratique en lien avec le développement professionnel du personnel enseignant au niveau universitaire, plus particulièrement dans l'accompagnement d'enseignants et des directions dans la mise en place d'activités de formation à distance, et ce, dans différents domaines disciplinaires. Je laisse donc entre les mains du professeur Gérin Lajoie et je vous souhaite une excellente conférence. Documentaire systématique, une clé pour l'utilisation des données probantes en éducation. Euh, Excusez, voilà. Ce que je vous propose dans ce webinaire-là, pour les prochaines minutes, c'est la question, on va définir la notion de recherche documentaire. On va tenter de faire une distinction entre la recension des écrits ou la revue de la littérature. On va aborder le concept de revue de littérature systématisée et finalement la revue systématique de littérature. Et finalement, oups, attendez un peu. Comment on peut faire pour systématiser la recherche documentaire dans le domaine de l'éducation ou dans d'autres domaines aussi, ça s'applique tout à fait. Euh, Qu'est-ce que c'est que la recherche documentaire? Je prends la définition de tête 2020. C'est un ensemble de méthodes, de procédures et de techniques ayant pour objet de trouver des références, les références de documents pertinents. Donc, quand c'est une recherche documentaire, je pense que je vous apprends rien, c'est un travail de recherche, mais je vous poserai la question, combien d'entre vous utilisez une méthode ou une procédure ou des façons de faire qui sont rigoureuses ou qui sont tu sais, si je vous pose la question, c'est quoi la méthode de recherche que vous avez utilisée? Beaucoup maintenant, on va utiliser Google, Google Scholar, on va utiliser des moteurs de recherche comme ça. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est une méthode en soi? On peut en discuter, mais on peut se poser des questions aussi par rapport à ça. La recherche documentaire, on peut essayer de la caractériser. Elle peut être plus ou moins longue. Si je cherche une référence qui parle du plagiat avec l'intelligence artificielle, je vais chercher sur Google, puis je vais trouver rapidement, ou Google Scholar, je vais trouver des éléments. Mais est-ce que j'ai vraiment trouvé tout ce que j'avais à trouver par rapport au sujet? C'est un autre aspect. Est-ce que la recherche documentaire, elle peut être qualifiée de systématique? Donc, est-ce que je suis une procédure étape par étape et ainsi de suite? Et est-ce qu'elle est rigoureuse? Elle peut être plus ou moins rigoureuse. Le fait que comment je sélectionne les textes que je vais utiliser, les sources, les sources documentaires. Donc, on peut avoir des biais, mais on peut faire des choix éclairés, conscients, mais il y a aussi des fois des choix inconscients. La recherche documentaire, on peut en faire, ne serait-ce que si un enseignant dans une classe pose une question en développement, on veut répondre à cette question-là. On peut penser aussi à chercher un compte-rendu, donc une synthèse. On peut faire un rapport technique, mais on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller vers un essai, une étude de cas approfondie, une dissertation, un travail de recherche. Tout ça, c'est des formes de travaux qu'on peut retrouver de différentes ampleurs qui peuvent nous être demandés au niveau universitaire et on va faire de la recherche documentaire pour arriver à les réaliser. Le délai de réalisation est à considérer aussi, c'est-à-dire que si on demande ça en début de trimestre, on a toujours en tête le fameux travail de recherche à l'université qu'on peut demander aux étudiants. On peut le démarrer à la semaine 1, mais on pourrait le démarrer à la semaine 5 et ainsi de suite. Si on le fait à la fin du trimestre ou même dans le cas de mémoire ou d'essai, pas de mémoire, mais de thèse, mémoire et thèse, mais c'est des travaux qui peuvent s'échelonner sur plusieurs trimestres. Et évidemment, l'ampleur ou le niveau recherché peut varier selon les cycles d'études. Ça, c'est des schémas là, que vous avez tous sur le site de l'Infosphère, si je me souviens bien, Lucas. Oui, c'est ça. Vous avez la référence en bas. Et il y a aussi la notion de où proviennent les données. Est-ce que c'est des données, par données, ça peut être
n'importe quel document qu'on va utiliser, est-ce que c'est des sources tertiaires, secondaires ou primaires? C'est-à-dire que primaire, je ne sais pas, moi, si on réfère au cycle de Kolb, ben, il y a plusieurs textes qui ont été faits sur le cycle de Kolb. Bon, ben, il y en a combien de personnes vont aller lire l'œuvre originale de Kolb? Puis de mémoire, c'est 1984, là, mais, mais il peut avoir, même depuis au fil du temps, M. Kolb aurait pu évoluer, affiner son travail. Donc, est-ce qu'on a été lire l'entièreté du travail de Kolb ou on a été lire une synthèse qui était faite là-dessus? Vous comprenez? Fait qu'on on est rendu avec des sources secondaires et on pourrait même avoir des sources tertiaires. Donc, c'est des éléments à considérer quand on fait notre recherche documentaire. Donc, si on a on cherche à répondre à une question ou réaliser un travail dans un cours, ben, on peut travailler à partir des documents suggérés dans le cours. On peut trouver quelques articles scientifiques avec des moteurs de recherche comme Google Scholar, ou on peut même, je dirais, c'est peut-être rare, mais à moins que ce soit exigé, aller voir dans les bases de données, notamment ERIC, qui est une base très reconnue en éducation. On pourrait aussi aller chercher des statistiques qui existent un peu à gauche et à droite et des opinions d'experts. Donc, on pourrait aller chercher des documents d'experts en se disant, ben, ça répond à ma question, ça répond à ce que je veux faire, c'est suffisant. Donc, c'est plus une question de quelques heures de travail, que peut-être quelques jours, tout au plus. Quand on est dans la réalisation d'un essai, d'un mémoire, d'une thèse ou d'un projet de recherche, quel qu'il soit, bien là, on n'a pas le choix nécessairement d'aller explorer les différentes idées perçues véhiculées, notamment pour les projets de recherche. Si on veut identifier une problématique de recherche ou un angle de recherche, mais il faut savoir ce qui a déjà été fait. Donc, on doit aller, on a une forme de nécessité d'identifier les principaux travaux scientifiques qui sont liés à l'objet de recherche. Par travaux scientifiques, qu'est-ce qui va euh, caractériser ce qu'on appelle des travaux scientifiques, mais c'est tout ce qui va avoir été revu par les pairs, qui va avoir une forme d'évaluation par les pairs. Donc, c'est pas parce que je l'ai trouvé sur Google Scholar que ça a l'air d'un article publié que nécessairement c'est un article scientifique. Ça peut avoir l'air d'un article scientifique, mais c'est peut-être un article scientifique que l'auteur n'a pas réussi à publier dans une revue scientifique. Elle a l'apparence, puis elle est recensée par Google Scholar. Donc, faut faire attention avec ce genre de documents-là. Donc, quand on est dans un essai, un mémoire, une thèse ou un projet de recherche, il faut faire une recherche documentaire beaucoup plus poussée. Et on peut aussi aller voir s'il existe des recensions des écrits déjà existants. Ça se peut que des auteurs s'intéressent pratiquement aux mêmes questions que nous. Donc, on devrait aller voir ce qui existe. Puis, il y a peut-être même des revues systématiques de littérature, donc qui couvrent un vaste spectre de documents qui pourraient nous dire, bon, ben, il y a telle théorie pour telle question, il y a une ou deux, trois théories, voici les formes d'expérimentation qui ont été testées, voici celles qui ont été suggérées mais qui n'ont pas été testées, vous voyez. Donc, on doit avoir une approche beaucoup plus documentée, mais pour y arriver, puis pour s'assurer de bien faire ce travail-là, mais on va voir que la systématisation va peut-être être une clé à utiliser. Donc, on parle de travail de quelques semaines ou de mois, là, notamment pour les mémoires et les thèses. Donc, ceux qui sont au début de ce processus-là, ben, il faut vous donner un plan, puis il faut vous donner des moyens d'y arriver. Ce qui m'amène à la notion de source documentaire, ben, ce ne sont pas toutes les sources documentaires qui sont équivalentes du point de vue scientifique. J'en ai déjà parlé, c'est-à-dire que on peut trouver des actes de colloque. C'est intéressant, les actes de colloque, parce que c'est des données, des résultats de recherche qui sont préliminaires ou qui sont récents. Donc, ça, si vous travaillez sur des sujets de l'heure, je donne un exemple comme ça, là, tout à fait fortuit. Quand on s'intéresse à l'intelligence artificielle en éducation, même s'il y a beaucoup de travaux de recherche qui sont faits depuis plusieurs décennies, il y a une effervescence présentement. Donc, les résultats de recherche sont assez récents. Donc, il y a des chances de trouver des choses, des travaux qui sont très, très récents dans les actes de colloque. Vous avez les articles de revues scientifiques ou professionnelles ou des revues de vulgarisation ou ne serait-ce que des revues populaires. Ben, faites attention, ce ne sont pas toutes ces revues-là. C'est pas parce que c'est une revue que c'est revu par les pairs. Scientifique, oui. Professionnel, je pense pas. Vulgarisation et populaire, assurément non. Donc, c'est pas parce que c'est un article de. Fait que souvent, quand on va chercher dans les bases de données, c'est là qu'on accède aux revues scientifiques, mais on va cocher revues par les pairs. Les livres et les ouvrages de référence, c'est intéressant parce que souvent, c'est un ensemble d'informations sur un sujet, mais ça ne veut pas dire parce que c'est un livre que l'auteur a été publié, que ça a été revu par les pairs. Donc, ça pourrait être une synthèse de réflexion d'un chercheur, peu importe le sujet, peu importe qui est-il, mais ça pourrait être très bien être influencé par des biais ou des intentions derrière ça.
des rapports, des documents d'opinion d'experts. C'est intéressant ça aussi, mais encore là, qui a commandé le rapport? C'était quoi le but de ce rapport-là? Il faut se questionner par rapport à ça. Et finalement, il y a toutes les thèses et les mémoires, ce qui rentrent dans la catégorie littérature grise, c'est-à-dire que c'est de la littérature, un mémoire, une thèse, même s'ils sont disponibles publiquement, ce ne sont pas des résultats de recherche publiés, revus par des pairs. Mais ça peut être très intéressant, puis ça peut être considéré aussi parce que souvent, c'est des travaux de recherche qui sont relativement récents. Voilà. Puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut faire attention aux documents provenant des internets, là. Je l'ai mis au pluriel, c'est-à-dire que euh, c'est pas parce qu'on s'était recensé par Google, Google Scholar ou Scopus que nécessairement c'est des documents qui ont une valeur scientifique, même s'ils en ont l'apparence. C'est pas parce que c'est le document le plus cité que c'est nécessairement plus scientifique. C'est pas nécessairement le document qui a le plus de likes ou qui a le plus de facteurs, il y a toutes sortes de numéros qui existent, là, qu'on retrouve, entre autres dans ResearchGate. Ben, ce n'est pas parce que c'est le plus populaire, le plus cité, qui a l'air d'un article scientifique que puis même si c'est un auteur qui fait de la recherche, ça ne veut pas dire que c'est un article scientifique. Voilà. Il faut faire attention. Je ne sais pas, c'est une brève intro. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai avancé. Si vous avez des questions, des commentaires, là, c'est le temps, puis ça va me permettre de prendre une gorgée en même temps. C'est bon. Donc, on va regarder dans le clavardage là, s'il y a des gens qui auraient des questions pour le moment. C'est plutôt dans questions-réponses où on a une question de quelqu'un qui nous dit Oui, est-ce qu'il y a des sites dont il faut se méfier? Est-ce qu'il y a des sites dont il faut se méfier? Je n'ai pas de réponse à ça. C'est-à-dire que faut comprendre, il y a des moteurs de recherche, ça c'est une chose sur Internet, mais il y a aussi des bases de données, puis il y a, un qui est un peu bizarroïde, c'est Scopus. Scopus, qui est un moteur de recherche qui essaie de travailler comme Google, mais qui travaille à partir de bases de données, de revues scientifiques. Donc, il est un peu, pas, je dirais pas biaisé, mais il couvre juste une partie du spectre des textes accessibles. C'est peut-être une force parce que c'est comme un moteur de recherche, on est habitué, mais c'est une faiblesse en même temps. Euh, euh, j'ai- Google Scholar, j'aime pas beaucoup. Par contre, ça peut être intéressant au début du processus pour aider à trouver des mots-clés. Puis ça peut être intéressant d'utiliser comme Google Scholar à la fin, c'est-à-dire voir est-ce que j'ai manqué quelque chose que lui aurait trouvé que j'aurais pas trouvé dans un processus de recherche systématique. Si Google Scholar recense notamment tout ce qui est sur ResearchGate, mais si c'est un document qui vient de ResearchGate, j'aurais tendance à vraiment creuser. Est-ce que c'est un document qui, je ne sais pas, moi, une prépublication? Est-ce que c'est un document qui existe ailleurs dans une autre base de données qui est revu par les pairs ou c'est tout simplement un document que l'auteur a mis là, puis parce qu'il est là, il est recensé, mais faut essayer d'investiguer davantage. C'est ça. Il n'y a pas de site à bannir, mais il faut faire attention quand on part de l'Internet. Par contre, si vous vous connectez dans les bases de données via vos bibliothèques, là, on a une forme d'assurance de qualité, c'est-à-dire qu'on sait qu'on travaille dans des bases de données. Et à partir de là, ben là, on peut avoir des critères, puis je vous dirais, c'est un peu plus fiable ce qu'on va trouver là. Fait que c'est une combinaison des deux qui est peut-être la solution. Comment voir que c'est une revue par les pairs? Ben, c'est justement la question de constance, c'est-à-dire que si vous travaillez dans des bases de données, Eric, Éducation Source et compagnie, il y a une option de dire est-ce que c'est un article revu par les pairs? Et quand on coche ce critère-là, on est certain de ça. Ce qui est pas possible de faire avec Google Scholar, assurément, puis Google normal non plus. Fait que ça, c'est l'autre aspect. Littérature grise, davantage pratique des milieux que des thèses, non. Mais la littérature grise, c'est un peu. Je vais vous donner une définition tout à l'heure, là. Mais la littérature grise est intéressante parce que il peut avoir des résultats très, très, très récents. Quelqu'un vient finir une thèse, il n'a pas publié encore ses résultats, puis il y a peut-être des données de recherche qui peuvent être hyper intéressantes. Fait que dans des phénomènes en émergence ou très, 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 très chauds, je pourrais dire, ça peut être une option d'aller fouiller de ce côté-là. Par contre, il n'y a pas vraiment selon les domaines, il n'y a pas vraiment de bons outils pour recenser la littérature grise. Il y a Base qui existe, là, mais ça, tu sais, quand tu regardes un moteur de recherche de littérature grise, tu peux trouver quelque chose, puis quelques mois plus tard, tu vas réutiliser le même moteur, puis tu ne trouveras plus la même chose. Tu sais, il y a comme un flou là-dedans. C'est pas très, très balisé, puis c'est pas très, très.
je ne dirais pas documenté, mais systématisé. Mais ça peut valoir la peine de regarder de ce côté-là aussi. OK. Les thèses sont évaluées par un jury. En quoi ce n'est pas équivalent à une revue par les pairs? Ben, c'est une très bonne question. Euh, je ne sais pas la raison pourquoi, mais traditionnellement, on ne considère pas une thèse ou un mémoire comme étant une publication scientifique. Je pourrais-tu ajouter Euh, quelque chose, Serge? vas-y, Stéphane. Oui, j'ai une étudiante qui travaille justement sur bon, le complotisme et les fausses informations. Elle a retrouvé en fait une thèse qui portait sur le fait que la Terre était plate. Donc, selon les endroits aussi, c'est pour ça que quand c'est lancé dans des revues internationales avec des comités de pairs qui proviennent de partout dans le monde, ça vient ajouter, je dirais, une couche supplémentaire de validation. Donc, on Tout à pourrait fait. suspecter que la Terre n'est pas plate. Puis, il ne faut pas oublier qu'une thèse, un mémoire, ben, dans les correcteurs, les évaluateurs, tu vas avoir le directeur de mémoire de thèse, tu vas avoir un autre professeur qui va peut-être devenir de l'établissement, puis tu vas avoir un autre professeur qui va venir de l'extérieur, mais ce n'est pas une sélection. Tu sais, c'est un peu ciblé, là, les évaluateurs, là. C'est-à-dire, c'est pas, alors que quand on est dans une revue par les pairs, ou c'est une révision par les pairs, ça va souvent être une révision à double aveugle. Donc, les gens ne savent pas qui sont les autres évaluateurs, puis ils ne savent pas non plus comment c'est évalué, c'est mis en commun après. Donc, c'est un autre élément. Mais ça peut être intéressant pour aller voir, tu sais, savoir que quelqu'un, tu sais, moi, quand j'ai fait ma thèse, j'étais allé voir quelqu'un qui travaillait à peu près les mêmes outils théoriques. J'étais allé voir qu'est-ce qu'il a fait, puis OK, oui, lui, il a utilisé ça comme ça. OK, c'est intéressant, mais je peux-tu faire autrement ou je peux-tu réutiliser un peu comment il a travaillé? Fait que, tu sais, il y a des intérêts d'aller chercher ces aspects-là. Si, mettons, quelqu'un, je sais pas, moi, ferait une étude quantitative, puis il y a des données, ben, si les données peuvent venir appuyer ce qu'on veut dire ou ce qu'on cherche à savoir, ben, faut juste le prendre avec, faut être méticuleux dans la façon d'utiliser ces données-là. Voilà. Comment reconnaître un article de revue scientifique? Ben, c'est ça le principal enjeu, c'est-à-dire que si vous travaillez avec des bases de données, vous allez travailler presque assurément avec des savoirs qui sont des documents qu'on considère comme étant des savoirs scientifiques. C'est si vous utilisez d'autres moteurs de recherche que là, faut être vraiment méticuleux. Il faut se poser la question, qui a écrit ça? Est-ce que c'est réellement lui qui l'a fait? C'était quoi les intentions? Est-ce que c'était revu ou c'est tout simplement justement. J'ai fait une expérimentation, puis ça fait deux, trois fois que je me suis fait refuser ma publication parce que mon procédé mathématique ou l'analyse que j'ai fait n'était pas rigoureuse. Mais bon, ça ne m'empêche pas. Je sais que ResearchGate, je vais le mettre là, puis il y a peut-être quelqu'un qui va le trouver, puis il y a quelqu'un qui va me citer. Puis fait que là, voyez-vous, c'est comme un. Je dis pas que les gens ont ces intentions-là, mais ça n'empêche pas que ces fausses informations-là pourraient circuler. Puis en plus, imaginez si on met un compteur de combien de fois c'est cité, puis voici la citation qui est le plus, vous cherchez quelque chose, puis hey, voici l'article les plus cités. Mais c'est pas parce que c'est les plus cités que c'est les plus crédibles. Dans un air de désinformation, je pense qu'il faut faire attention. Bonjour, c'est très clair. Merci. Qu'est-ce qui caractérise la scientificité d'un document? Ah, ça, c'est une belle question. C'est-à-dire que c'est le fait qu'il y a une revue par les pairs qui vont se poser la question, qui vont vérifier la méthodologie de recherche, qui vont vérifier si les données, ça fait du sens. Dans le fond, c'est qu'ils vont vérifier que le processus de collecte et d'analyse des données est rigoureux et répond aux standards ou aux normes attendues pour ce genre de travaux-là. Et c'est ça. Autrement dit, si quelqu'un, je dis n'importe quoi, là, j'invente, je veux vérifier, je dis pour moi, je veux vérifier l'efficacité d'une approche pédagogique, puis la personne, ce qu'elle fait, elle fait des études, va faire une analyse qualitative avec des entrevues auprès des étudiants, à savoir s'ils ont aimé ça. Ben, dans le fond, il a évalué les perceptions des étudiants, des élèves, mais ça, c'est pas parce que tous les élèves ont aimé ça que nécessairement ça veut dire que cette approche pédagogique-là peut montrer son efficacité. Fait que c'est peut-être pas la bonne collecte de données par rapport à ce qu'on veut chercher à vérifier. Donc, il y a une adéquation entre la question de recherche, comment on va collecter les données, puis comment on va les analyser, puis il faut qu'il y ait une cohérence. Puis quand cette cohérence-là n'est pas là, ben, les pairs vont le signaler. Et c'est là que ça sera normalement, ça ne devrait pas être publié. Est-ce qu'il existe des mauvais articles dans les bases de données? La réponse, c'est oui.
J'ai en tête tout de suite, un exemple, un article, une méta-analyse qui a été faite par des auteurs qui portaient sur l'utilisation des appareils mobiles. La méta-analyse était faite à partir de 7 articles scientifiques et la méta-analyse portait sur les appareils mobiles pour les élèves du primaire. Puis dans les 7 articles, les auteurs ont inclus des données sur des adultes qui utilisaient des appareils mobiles. Donc, voyez-vous, sa méta-analyse se base maintenant sur 6. Puis dans le traitement mathématique, ça n'a pas été rigoureux. Mais la revue l'a publié quand même. Fait que là, on peut se dire, est-ce que c'est la crédibilité de la revue? Est-ce que c'est les évaluateurs? Ça peut arriver qu'il y a des choses qui se passent entre les failles. Le monde n'est pas parfait. Mais déjà là, en partant, c'est déjà plus facile de discriminer ces cas-là, d'être critique par rapport à certains articles quand on travaille à partir des bases de données que si on le fait dans Google ou Google Scholar ou autre. Voilà. Plutôt se concentrer sur des articles ayant un DOI. Encore là, le DOI, je veux dire, si l'article est publié dans une revue, puis l'article est mauvais, ben, il va avoir un DOI. Est-ce que des scientifiques reconnus pourraient publier des articles non scientifiques ou des revues non revues par des pairs? Tout à fait. Si moi j'écris un rapport, je ne sais pas moi, sur la formation à distance, j'écris un livre sur la formation à distance, ça peut être ma synthèse personnelle. Bon, j'ai peut-être une crédibilité, et il y a peut-être des gens qui ne sont pas d'accord. J'ai peut-être plein de travaux de fait. Mais encore là, c'est ça. Il y a une différence entre est-ce que j'ai publié un article de revue. Si je dis dans mon livre, j'écris ce que j'écris dans des articles de revue, c'est bien, c'est correct parce que ça, c'était revu. Mais si je dis voici comment devrait être la formation à distance, puis j'ai tous les arguments, je suis très convaincant. Il y a peut-être des gens qui pourraient me citer, mais c'est mon opinion à moi. Fait que mon opinion d'expert, elle a autant de poids qu'un autre expert qui pourrait se prononcer tout à fait à l'inverse de moi dans la formation à distance. Voilà. Alors, quelle est l'alternative idoine pour une recherche documentaire? Ben, on va y arriver tout à l'heure. Je vais y aller là-dessus. Pour Kamel. Alors, pouvez-vous expliquer les caractéristiques d'un article scientifique? Car pour moi, tous les articles de Google Scholar sont scientifiques. Ben non, les articles Google Scholar, Google, ce qu'il cherche à faire, c'est de recenser tous les documents sur la Terre. Google Scholar, c'est en cherchant des documents qui auraient je dirais, une aura de scientifique, mais ce n'est pas le cas. Par contre, si vous travaillez dans les bases de données, vous allez y arriver. Euh, c'est pas vrai que c'est parce que c'est sur Google Scholar que c'est scientifique. Il faut se poser la question à chaque fois. Est-ce que l'IA est fiable pour les recherches de documents scientifiques? Ah, ça, c'est une maudite bonne question. Je n'ai pas de réponse encore à ce jour, c'est-à-dire que l'IA, je sais, je ne suis pas un spécialiste, mais tu sais, j'ai vu des fois où ils inventaient des références. Là, on dit que ça s'en vient, qu'ils vont le faire comme il faut. Par contre, est-ce que ça va dans le fin détail? J'ai vu aussi des outils comment ça s'appelait? Coévidence. Je me souviens plus comment ça s'appelait pour faire des revues systématiques qui nous aidaient supposément à lire les textes, mais on se rendait compte que plus on l'utilisait, plus on passait de temps à lui montrer comment il devait l'utiliser, mais en même temps, on ne gagnait pas en efficacité, on ne gagnait pas en temps. Puis après plusieurs semaines, on a abandonné, puis on y était de façon manuelle. On a fait une recension manuelle. Bon, est-ce que ça va s'améliorer? Possible, mais je suis toujours critique par rapport à ça présentement, c'est-à-dire qu'il y a des outils pour nous assister, mais pour faire le travail à nous dans une recherche documentaire, je ne ferai pas une thèse ou un mémoire avec ça pour l'instant. Voilà. Parce que vous n'oubliez pas que jusqu'à maintenant, l'intelligence artificielle produit des choses intéressantes, mais produit aussi des choses inintéressantes. Puis comme chercheur ou auteur, il faut être capable de voir ce qui est inintéressant ou inexact. Fait que si vous n'avez pas le recul pour le faire, puis parce que ça a l'air bien, c'est correct. Moi, j'irai pas là, là. J'irai pas je prendrai pas cette voie-là. Quelles sont les étapes d'une recherche documentaire fructueuse? Je vais y arriver tout à l'heure. Quelles sont les étapes? OK, celle-là. Pour avoir une liste de bases de données indispensables pour sa revue en sciences d'éducation, je vais le présenter tout à l'heure. Mon Dieu, ça roule les questions. Peut-on avoir si on l'a vu tantôt. Si je fais une recherche documentaire dans le cadre d'une étude en éducation sur le site de la bibliothèque de l'Université Laval, Eric, etc., et que je ne trouve pas d'auteur dans le domaine recherché, est-ce dire que cela n'existe pas? Ou quel autre outil pouvez-vous, puisque, non. Ou vers quel autre outil puis-je m'aventurer? C'est une bonne question. C'est-à-dire que si vous n'avez rien trouvé avec les principales bases de données, vous pouvez essayer d'en rajouter deux ou trois autres, là, ça peut être intéressant. Notamment si vous vous intéressez à la pédagogie universitaire, mais les bases de données en lien avec la pédagogie de la santé pourraient vous amener des pistes de recherche. Ça, c'est intéressant. Et si on arrive
devant l'absence de résultats, ben là, je serais peut-être tenté de regarder vers un Google Scholar pour explorer s'il n'y a pas des pistes ou des mots-clés. Puis là, je vais vous le dire, dans le fond, les mots-clés sont hyper importants parce qu'il faut trouver les bons mots-clés. Les thésaurus sont aidants pour ça, mais je vais vous donner un exemple. Moi, j'avais un étudiante qui faisait une recherche documentaire sur l'utilisation des tiques en Afrique. Puis aussitôt qu'elle cherchait Afrique et tiques, elle trouvait rien. Vraiment, là, il n'y avait absolument rien pour se rendre compte que les mots-clés utilisés dans les articles et les mots-clés utilisés dans les bases de données ne sont pas nécessairement les mêmes. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que si dans les bases de données, au lieu d'utiliser Afrique ou les pays africains, elle utilisait le mot-clé African Studies, donc études africaines, là, pouf, tout sortait. Fait que il y a un jeu de choisir les bons mots-clés. Donc, ça, c'est une piste à explorer si vous ne trouvez pas de résultat. L'autre piste, ce serait d'utiliser justement les moteurs de recherche pour aller voir s'il n'y a pas des mots-clés ou des angles que vous n'avez pas utilisés. Et ça se peut aussi que quand on fait un processus de recherche documentaire rigoureux, que vous ne trouvez rien, mais c'est un résultat en soi. J'ai une collègue ici, là, Marie-Hélène Hébert, qui a fait une recension systématique pour, je pense que c'était l'évaluation formative et la rétroaction formative pour les enfants d'âge préscolaire. Travail financé avec un projet de recherche, des fonds de recherche, pour finalement faire une recension systématique de la littérature pour se rendre compte qu'il n'y a personne jamais, au grand jamais, dans la littérature scientifique qui a évalué l'efficacité de la rétroaction formative pour des enfants en âge préscolaire. Ils ont passé des mois à chercher, ils n'ont rien trouvé, ils ont même creusé avec l'intelligence artificielle, voir s'il n'y avait pas quelque chose, puis il n'y avait absolument rien. Ben, c'est un résultat. C'est un résultat, ça veut dire qu'actuellement, au Québec, dans les centres, les CPE et les milieux de garde familiale, ils utilisent cette approche-là. Tout le monde est d'accord à utiliser cette approche-là, mais il n'y a personne actuellement qui a fait un protocole de recherche vérifier si ça fonctionnait. C'est un résultat. Fait que pour moi, ça dit aux chercheurs, ben, il faut l'essayer, il faut le vérifier, il faut vérifier si on s'en va pas dans le mauvais sens. Voilà. Certaines revues sont identifiées comme des revues prédatrices. Ces revues sont-elles identifiées clairement par les universités? Quelles précautions partagez-vous aux étudiants? Ça, je vous dirais, voyez avec les spécialistes dans les bibliothèques. Je ne suis pas un spécialiste et eux, c'est leur travail. Chacun son métier. Les vaches seront bien gardées. Eux sont au courant des revues prédatrices. Donc, après ça, vous pouvez être critique. On demande toujours à nos étudiants de consulter des documents très récents qui ne sont pas datés pour aider leurs travaux. C'est mieux à votre avis? C'est une bonne question. Ça dépend ce que vous cherchez. Tu sais, souvent, on voit des revues de littérature, puis on dit, ben, j'ai fait les 3 dernières années ou les 5 dernières années. Est-ce que c'est dans les 3 ou 5 dernières années, il y a des travaux qui ont été faits sur le sujet, puis est-ce que c'est les travaux principaux sur ce sujet-là? Je vous donne un exemple. Si vous vous intéressez à l'encadrement des étudiants à distance dans la francophonie, ben, les travaux de recherche ont été faits dans les années 2003, 4, 5, 6, 7, 8, mettons jusqu'à 2010. Mais si vous cherchez dans les bases de données présentement, dans les 5 dernières années, vous allez trouver presque rien. Faut, faut avoir une perspective large, puis il faut creuser, puis dire, ben, c'est qui sont les principaux auteurs et quand ils ont fait leurs travaux. Après ça, il y a eu des suites à ces travaux-là. Fait que moi, j'ai toujours dans l'optique de ratisser large, puis après ça, de restreindre, de voir où sont si on faisait des graphiques, où sont les pics de publication. Voilà. Fait que c'est pas parce que c'est récent que c'est mieux. Je vous donne l'exemple. J'ai une étudiante qui a fait une recension sur l'approche expérientielle en formation à distance. Ben, pour se rendre compte que dans les 5 dernières années, toutes les publications qui parlent de formation à distance et d'approche expérientielle n'utilisent jamais, jamais, au grand jamais, le cycle de Kolb, alors que l'approche expérientielle s'appuie sur le cycle de Kolb. Fait qu'il y a comme une dénaturisation de ce que c'est que l'approche expérientielle. Fait que vous voyez, il faut se questionner comme ça. Je vois les questions là. Comment savoir si la revue scientifique est une vraie? On a dit qu'il y a des revues qu'il faut payer pour publier. Bon, c'est les revues prédatrices, je l'ai dit tout à l'heure, voir avec les bibliothécaires. Est-ce qu'un article, par exemple, rendu traduit par Google perd sa scientificité, sa crédibilité? Je dirais non, de prime abord, mais peut-être juste justement utiliser la traduction, c'est intéressant pour s'aider à comprendre et à lire, mais si j'avais à citer ces auteurs-là, je citerais le document original, je ne citerais pas la traduction. Puis, c'est ça. Il faut porter attention parce que des fois, les traducteurs, c'est pas toujours hyper efficace. Que pensez-vous de l'affaire Socaille? Les revues n'ont-elles pas, dans ce cas, été ébranlées? Oui, tout à fait. C'est pour les gens qui ne savent pas, l'affaire Socaille, c'est quelqu'un qui a fait
de mémoire publié un article dans le domaine de la physique très pointu et que c'était un article complètement inventé, ben effectivement. Effectivement, il y a des revues qui se sont faites avoir, surtout avec l'intelligence artificielle présentement, des revues hyper spécialisées. Faut être critique. C'est pas parfait, mais à choisir entre des revues dans des bases de données puis les internets pour avoir de la documentation crédible, je commencerai par les bases de données. Pour dire qu'une étude ou un article est récent, sa publication doit être datée de quand? Ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que faut trouver c'est quand le moment. Je veux dire, moi, si je suis capable, je vais aller au document source. Je parlais du cycle de Kolb tantôt, ben, si c'est 1984, puis je m'intéresse au cycle de Kolb, je vais aller m'assurer d'aller lire les documents phares de M. Kolb. Puis après ça, j'irai lire ce que les autres ont fait ou comment ils l'ont travaillé par la suite. Mais il faut que j'aille voir à l'origine. Sinon, je pourrais me construire une compréhension qui pourrait être erronée ou qui aurait eu des dérives. Tu sais, on entend beaucoup parler de différenciation pédagogique, mais la différenciation pédagogique, il y a toutes sortes de façons de la faire, mais quand on avait eu le renouveau pédagogique, la réforme au Québec, mais différenciation pédagogique, est-ce que la façon qu'on le comprenait à ce moment-là, puis comment on le comprend aujourd'hui, est-ce qu'on parle de la même chose? Mais tu sais, c'est à ça que ça sert la recherche documentaire. Ah, merci Lionel. L'outil en question, c'est Coévidence. On l'a testé, puis en tout cas, dans notre cas, ça marchait pas bien. Si les articles n'étaient pas formatés selon l'espèce de structure standard d'articles de données quantitatives, ils perdaient la carte, autrement dit, puis ça ne nous aidait pas absolument pas. Est-ce qu'il y a un risque que notre étude soit carrément rejetée si on juge que le procédé de recherche n'est pas assez fiable? Tout à fait, tout à fait. Là, il y a toujours la possibilité de le proposer dans d'autres revues. Des fois, il y a des revues qui ont aussi des paradigmes. Mais bon, une fois, mais si le protocole de recherche n'est pas applicable, là, c'est pas une question de crédibilité, c'est une question de confiance à avoir dans les résultats. Je vais revenir à ça. Pensez-vous qu'une approche par triangulation permet d'éviter les embûches identifiées par les collègues? Oui, tout à fait. La triangulation, c'est toujours une bonne idée. Puis si on croise les résultats, ça se peut qu'on trouve des résultats contradictoires, mais comme chercheur, il faut reconnaître qu'il y a des choses qui peuvent aller dans le sens qu'on pense, puis il y a d'autres choses qui peuvent aller dans un autre sens. Il faut avoir l'humilité de reconnaître ça. Je reviens sur la question précédente sur Thésaurus. N'y a-t-il pas des expressions scientifiques manquantes? Tout à fait. Les Thésaurus sont construits par les bases de données. C'est les gens qui, je m'excuse, ils vont étiqueter les textes avec des mots-clés qui ne sont pas nécessairement les mots-clés que les auteurs ont utilisés. Fait qu'il faut bien voir ça. Bon. Ah, merci pour le spectateur anonyme, pour le FRQ, les revues prédatrices. Ouf, je vais me permettre une gorgée. Voilà. OK, on continue. J'espère, en tout cas, au nombre de questions, j'imagine que ça vous intéresse. Euh, je- OK. Recension des écrits aux revues de littérature. Euh, Donc, si je parle de recension des écrits, qu'on voit beaucoup en éducation, recherche documentaire pour répondre à une question ou explorer un sujet, mais souvent dans les recensions des écrits, on a une absence de méthode. On n'a pas de normes uniformes pour la façon de la réaliser puis de présenter les résultats, puis il n'y a pratiquement aucune explication du parcours de recherche. Donc, j'ai fait une recherche documentaire. Tu sais, je pourrais caractériser des fois, on fait ça par boule de neige. Là, tu sais, dans ma thèse, je connaissais pas ces approches de recherche documentaire-là. Puis, tu sais, je trouvais un article sur un sujet. Ben, OK, parfait. Lui, il cite lui, il cite lui. Bon, ben, je vais voir telle autre référence, telle autre référence. Puis, là, à un moment donné, on finit par. On suit les références de tous. Puis, à un moment donné, on a une cartographie. Puis, on dit, ben là, je pense que j'ai fait le tour. Là. J'ai trouvé tout ce que j'avais à trouver. Mais peut-être que des gens utilisaient d'autres termes pour dire la même chose à côté, puis je suis complètement passé à côté. Et dans ma thèse, on n'expliquait pas c'était comment on a fait la recherche documentaire. Puis souvent, on est on dit j'ai fait une recension des écrits, j'ai fait une revue de la littérature, puis voici ce que j'ai trouvé. C'est correct. Je veux dire, dans la mesure où que maintenant on le sait, ça peut être suffisant aussi. Mais est-ce que c'est une revue de littérature systématique? Est-ce que je suis capable de la refaire? Ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Euh, donc, on peut aller vers ce qu'on appelle une revue de littérature systématisée, où on a une approche méthodique, claire, duplicable, qui vise à identifier, juger et condenser l'ensemble des travaux réalisés et publiés par des chercheurs, académiciens et professionnels. Donc, voyez-vous, dans ce cas-ci, on a une approche méthodique, donc ça prend une méthode. Il faut que cette méthode-là soit claire et duplicable. Donc,
Ça veut dire qu'on pourrait donner la méthode à quelqu'un d'autre puis dire, fais le même travail, il devrait arriver au même document. Donc, c'est ça l'idée aussi. Donc, c'est duplicable. Et malheureusement, quand on regarde des articles où on parle de la méthodologie, où on fait une revue de littérature, ben souvent, on n'a pas beaucoup d'informations. Ce n'est pas l'information qu'on donne au lecteur. On dit, ah, on a fait une recherche documentaire, voici les mots-clés qu'on a utilisés, on a analysé 72 textes, puis voici ce qu'on a trouvé. Oui, mais comment tu as décidé que tu gardais ces 72 textes-là? Quels sont ceux que tu as exclus? Pour quelles raisons? Voyez-vous, il manque des détails pour moi. Normalement, on devrait avoir toutes les informations pour refaire le même travail. Donc, la recherche documentaire, puis l'autre chose aussi, c'est que euh, la recherche documentaire, une fois qu'on l'a réalisé, on devrait arriver à un ensemble de documents. Et là, à mon avis, tant aussi longtemps qu'on n'est pas devant ces documents-là, on ne peut pas décider qu'est-ce qu'on veut faire comme. C'est quoi le produit final? Je vous donne un exemple. Là, c'est toutes des formes de revues qui existent, des overviews, des umbrellas, des rapid reviews, scoping review, des méta-analyses, des méga-analyses, des revues critiques. Voyez-vous, il y a plein d'appellations qu'on voit passer, là. Mais à mon avis, on ne peut pas dire, je vais aller faire une méta-analyse sur une question X si on ne sait même pas c'est quoi les données, les documents scientifiques sur lesquels on peut faire cette méta-analyse-là. Une méta-analyse, c'est des calculs mathématiques, mais s'il n'y a aucune donnée quantitative, on ne peut pas faire une méta-analyse. Fait qu'il faut déjà aller voir ce qui existe. Pour moi, c'est la recherche documentaire qui nous permet de voir ce qui existe. Puis ensuite de ça, on peut choisir un angle. Si on se rend compte que, je ne sais pas, moi, il y a juste des données qualitatives sur une question, bien, OK, on va faire une agrégation de tout ça, là. Ça peut être ça, notre rapport sur la recherche. Donc, voyez-vous, c'est pas parce qu'on a fait une recherche documentaire après ça, qu'est-ce qu'on fait avec ces documents-là? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces documents-là? Il existe une pléthore de possibilités et ça a plusieurs noms. Malheureusement, il y a plusieurs noms, mais comment on distingue, je ne sais pas, mais une revue de narrative d'une revue de méthode mixte? Voyez-vous, tu sais, ça, c'est pas très, très clair, surtout en éducation. En santé, un peu plus, mais pas en éducation. Fait que je vous donne une autre typologie, là. Regardez, eux, là, c'est d'autres types là, comment je dis? Je m'excuse. Mais voyez-vous, ça, c'est des auteurs. Mais je dis Barnett, Page et Thomas, eux, ils identifient 9 types de revues. Boots, ils vont jusqu'à 17. Boots et Hall, donc l'année d'après, il a publié un autre texte avec des collègues. Ils disent, ben non, il n'y en a pas 17, il y en a 22 types de revues qui peuvent être faits. Voyez-vous, là, les typologies sont très, très diversifiées. Mais n'empêche que tous ces typologies-là, ces types de revues-là, sur quoi elles s'appuient, c'est sur la recherche documentaire qui vient avec. Donc, faire une synthèse ou une recherche, bien, si on fait une revue de littérature, ce qu'on voit régulièrement en éducation, puis c'est ce qu'on fait le plus souvent, bien, souvent, il faut considérer ça comme étant une première étape avant de faire une recherche primaire, puis on vise des publications révisées par les pairs. Mais si on veut aller vers une revue de littérature systématisée, là, c'est une forme de recherche qui est distincte, c'est-à-dire qu'il faut avoir un protocole de recherche dans notre recherche documentaire, et là, on pourrait même aller chercher des recherches secondaires. Puis ce qu'on cherche à faire quand on fait une revue de littérature systématisée, c'est qu'on veut réduire les biais. Donc, il faut que j'accepte qu'il y a des textes qui ne iront peut-être pas dans le sens que je veux dire. Il faut que j'accepte qu'il y a des textes. Il faut que je me questionne sur chaque décision que je prends. Il faut que ce soit transparent. Il faut que ce soit reproductible et systématique. Donc, c'est peut-être quelque chose vers lequel on doit tendre, puis c'est ce que je vais vous parler par la suite. Est-ce que c'est le summum, ça? Non, il existe ce que les gens de la santé appellent le gold standard. Donc, on a des revues systématiques de la littérature qui consistent à un ensemble de procédures formelles pour réunir différents types de preuves de manière à établir clairement ce que l'on sait d'une méthode et comment elle a été établie. Ça, c'est la définition en français. Fait que voyez-vous, dans le fond, les visées et les approches s'inscrivant dans le courant de l'evidence-based education est une approche des pratiques des politiques éducatives qui préconise que celles-ci doivent être fondées sur des données les plus probantes produites par la recherche. Il existe une école de pensée qui est l'evidence-based education qui dit qu'en éducation, on devrait prendre les décisions, orienter des politiques en fonction de ce qui est clairement démontré dans les données de recherche. Est-ce que je suis d'accord avec cette position-là? Pas tout à fait. Je vais y revenir plus tard.
Mais ça existe, c'est possible de le faire. Puis en santé, ils le font. L'INES, qui est l'Institut national, là, je me souviens plus de l'acronyme, travaille dans ce sens-là. Dans le domaine de la santé, il y a Cochrane puis il y a Campbell, qui sont deux organismes qui sont dédiés à faire des revues systématiques de la littérature. Donc, eux, là, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est des équipes de recherche complètes et faire Cochrane en fait depuis une centaine d'années. Ça peut prendre 2 à 3 ans, puis c'est une équipe complète dédiée. Ils vont aller chercher toute la littérature sur un sujet X. Puis après ça, ils vont synthétiser tout ça, ils vont compiler tout ce qu'il y a compilé, puis ils vont dire voici ce qu'on sait, voici ce qu'on ne sait pas, puis voici vers où on devrait s'en aller dans le domaine de la santé par rapport à cette question-là. Donc, il y a vraiment un protocole là, qui est hyper rigoureux. Euh, mais là, il y a des organisations qui sont dédiées à faire ces revues systématiques-là. Est-ce que nous, on a ça en éducation? Non. Est-ce qu'on peut travailler dans cette façon-là? Oui. Est-ce qu'on peut tendre vers ça? Je pense que oui. Je vous évite toujours, ça, c'est des définitions de l'INES. Et ce que l'INES dit dans leur définition, c'est qu'une revue systématique peut inclure ou non une synthèse quantitative des résultats, appelée méta-analyse, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que je fais une revue systématique que je suis obligé d'avoir des données quantitatives. S'il n'y en a pas de données quantitatives, je ne peux pas les systématiser, mais je peux systématiser ou comprendre ou synthétiser toutes les autres formes de données qui existent là. Donc, quelqu'un qui cherche l'évidence, l'approche basée sur les pratiques basées sur les données probantes, selon l'approche APB, ben, ce n'est pas que les données quantitatives. Faut garder ça à l'esprit. Qu'est-ce qui caractérise une revue systématique? On a des questions précises, des objectifs précis. On a des critères de sélection qui sont clairement définis avant de commencer. On a une méthodologie qui est explicite, transparente et reproductible. Ça recherche les informations de façon systématique et exhaustive qui tente de repérer l'ensemble des études. Donc, ça veut dire c'est consulter pas juste une ou deux bases de données, ça peut être l'ensemble des bases de données qui ont des textes sur le sujet. C'est aussi consulter la littérature grise. C'est aussi consulter ce qu'on pourrait trouver avec Google Scholar et compagnie, mais avant de les inclure, il faut qu'ils répondent aux critères. Il faut qu'on s'assure que c'est des documents qui sont crédibles. L'évaluation de la qualité des études, autrement dit, si on se rend compte qu'il y a une recherche quantitative puis que les mathématiques sont biaisées, ben on l'exclut. On dit, ces chercheurs-là, ça ne marche pas. Donc, on ne peut pas l'inclure. Faut les prendre une par une pour les sélectionner. Présentation des synthèses systématiques des caractéristiques des résultats des études et faire des méta-analyses lorsque c'est possible, des méga-analyses de la même façon. Et à toutes les étapes, on documente pour que ce soit clair et sans équivoque. Voilà. Donc, ça vise à identifier toutes ou presque, parce qu'évidemment, il y a des enjeux des fois de langue. Imaginez un texte, c'est-à-dire on travaille avec les textes en français et en anglais, ben, j'exclus tous ceux en espagnol, tous ceux en chinois, tous ceux, bon, vous comprenez. Les données disponibles de façon rigoureuse pour répondre à une question précise sur un sujet donné en utilisant un ensemble d'étapes pour diminuer les risques de biais. Donc, ma collègue Karine Latulippe, donc, c'est ce qu'elle dit quand on veut faire une revue systématique de la littérature. Ça, c'est comme le summum. Voilà. Qu'est-ce qui est différent par rapport à ce qu'on fait? C'est la première partie, c'est-à-dire que l'amorce du projet, il faut qu'on travaille en équipe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une revue de littérature tout seul. Bon, je suis un étudiant, je suis au mémoire, je suis à la thèse, peux-tu avoir une équipe? Peut-être, mais ça se peut que tu sois tout seul à travailler sur un sujet. Ben, c'est là que le directeur de mémoire ou de thèse devrait vous donner un coup de main, ne serait-ce que pour faire de l'interjuge à des moments clés, puis vous guider là-dedans, dans vos décisions. Ensuite de ça, il y a la réalisation, la planification et la réalisation. Puis l'interprétation des résultats, ben, il faut faire attention, il faut évaluer les biais qu'on peut avoir, il faut évaluer les niveaux de preuve, il faut évaluer le niveau de confiance qu'on doit avoir, puis il faut regarder à l'esprit que ça se peut que les résultats qu'on ait ne vont pas en lien avec ce que nous, on voulait faire au départ. Mais c'est pas grave, c'est un résultat en soi. Donc, c'est ça. Là, je vous pose la question, est-ce que vous avez déjà vu des revues de littérature, des revues systématiques de la littérature en éducation dans le Q&R? Si vous avez des exemples. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vu en éducation?
Ah, celle de Hattie, c'est intéressant. Hattie, c'est une méta-analyse, c'est une méga-analyse. Donc, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait c'est un traitement mathématique à partir des méta-analyses déjà existantes. Voilà, les travaux de John Hattie, il y a des limites, il a pris des décisions dans ses calculs. Les gens, il y a des gens qui critiquent ça. Sauf que ça a quand même le mérite de dire, ben, si on prend l'ensemble des méta-analyses sur un sujet X, sur une question X, puis on fait un traitement statistique, mais on voit qu'il y a des choses. Je donne un exemple. Quand on est rendu à comparer, est-ce qu'on doit séparer les gars des filles dans des classes, puis qu'on est rendu à des études qui, au total, nous amènent sur des centaines de milliers d'étudiants qui montrent que ça n'a aucun effet, quelqu'un avancerait l'idée de dire, ben moi, je sais, il faudrait séparer les gars des filles, comme ça, on est sûr d'améliorer l'apprentissage. Ça irait à l'encontre de tout l'ensemble de ces données-là. Bon, voilà. Comment explorer les articles pour sa revue? OK, je vois, ça, c'est des questions qui ont été soulevées. OK, je vais revenir aux questions tout à l'heure. Ben, il y en existe quelques-unes, mais, mais ce que je constate, je ne suis pas tout seul à le constater, c'est qu'en éducation, on fait beaucoup de revues de littérature qui font, en le fond, une synthèse assez large d'envergure à une méthodologie non standardisée. Les stratégies de recherche, l'exhaustivité, la période couverte varient et ne suivent pas un protocole défini. Donc, on fait beaucoup de ce que j'ai appelé tantôt des revues de littérature. Donc, elles ne sont pas systématiques. Le mot systématique est souvent utilisé pour désigner une recherche documentaire, mais qui en réalité est une revue de littérature. Mais on n'a pas le côté rigueur, structuré, organisé, puis on n'a pas cherché à réduire les biais. Puis c'est pas nécessairement transparent. C'est des choses que moi j'observe et que je ne suis pas tout seul à observer. Donc, on en fait peu des revues de littérature systématisées. En éducation, c'est difficile pour les chercheurs de déterminer le ou les types de revues systématisées avant d'amorcer les projets de recherche, étant donné que nous n'avons pratiquement aucune idée de ce qui existe comme données disponibles dans les publications. C'est là, je pense, qu'est notre faiblesse présentement en éducation, c'est qu'on ne sait pas ce qui existe dans la littérature. On n'est pas capable actuellement de se dire, moi, je m'en vais. Je sais qu'il y a assez de littérature, je ne sais pas moi, il y a assez de données quantitatives présentement. Je vais prendre l'exemple des appareils mobiles. J'ai vu passer plusieurs études qui essayaient de vérifier si on utilise des appareils mobiles, fait en sorte les élèves apprennent davantage. Mais si j'ai déjà cette information-là, là, je pourrais dire, je m'en vais faire une revue, une méta-analyse, je vais aller chercher tous ceux qui ont fait des protocoles expérimentaux, je vais aller chercher. Mais on ne le sait pas, ce bout-là. Il y en a combien qui ont testé telle approche pédagogique? Je ne le sais pas. On n'est pas encore là. On n'a pas encore assez de données. Est-ce qu'on doit abandonner? Absolument pas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme chercheurs, comme étudiants? Je pense que c'est vers ça qu'on doit tendre. Je vais vous revenir. On doit tendre vers une systématisation, puis on a peut-être des outils pour y arriver. Voilà. Je ne sais pas si je suis assez clair, mais je vais prendre quelques questions. Quel est le nom d'une revue de littérature qui agglomère plusieurs analyses thématiques de différents articles ensemble? Je ne connais pas, tu sais, Scoping Review, Umbrella Review, il y en a plein là, qui existent. Je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a plusieurs typologies, puis même les définitions d'une typologie à l'autre ne sont pas toujours très claires. Euh, euh, je ne pourrais pas vous le dire, c'est laquelle. Voilà, je m'excuse. Comment explorer les articles pour sa revue? Quelle stratégie de lecture? Je vais revenir à ça tout à l'heure. Marcusson Brown, Egart, Kraft, méta-analyse sur le développement professionnel des enseignants. Voyez-vous, c'est une méta-analyse, mais est-ce que cette méta-analyse-là, il y en existe. Tu sais, on peut le voir, mais encore là, il faut aller voir dedans. Les méta-analyses s'appuient sur combien d'articles, comment ils les ont. Normalement, ils devraient dire combien d'articles ils ont utilisés, quels sont les critères qu'ils ont fait pour les conserver et exclure les autres. Vous devriez être capable de refaire le même travail qu'eux, puis peut-être vous arriver avec d'autres choses. Avec l'intelligence artificielle, la recherche documentaire devient plus accessible en matière de temps. Faudrait-il penser à d'autres approches théoriques, méthodologiques en matière de pertinence? C'est une bonne question, mais encore là, moi, je ne trusterais pas l'intelligence artificielle présentement. Parce que n'oubliez pas que l'intelligence artificielle, elle apprend et elle fait des convergences statistiques pour nous énumérer ce qu'on veut entendre en fonction des questions qu'on leur pose. Ben, si moi, je cherche une diversité de points de vue, une richesse de points de vue, une richesse dans les données, dans ma recherche documentaire, je ne sais pas actuellement si l'intelligence artificielle peut me donner ces nuances-là.
L'anasynthèse dans Messi, je ne connais pas, mais je sais que l'anasynthèse, c'est une forme d'un procédé d'agglomération de données. Est-ce que l'approche qualitative complique le fait d'amalgamer plusieurs études et d'en tirer des conclusions globales? Non. Non, c'est-à-dire qu'il est tout à fait possible d'utiliser des données de type qualitatif. Même dans le domaine de la santé, ils en utilisent. Par contre, il ne faut pas agglomérer des pommes, des poires, puis des oranges en se disant c'est tous des fruits. Il faut reconnaître qu'il y a des pommes, des poires, des oranges, puis il faut montrer ce que ça nous apporte de voir chacune de ces types de fruits-là. Puis en même temps, il faut reconnaître les limites que peut avoir une recherche qualitative au même titre qu'une recherche quantitative. Donc, il ne faut peut-être pas chercher à généraliser à partir de données qualitatives, entre autres, là. Mais si c'est les seules données qu'on a sur un sujet euh, précis, ben, puis ça a été fait de façon rigoureuse, c'est à considérer comme étant des données probantes. Tu sais, je vais inventer un exemple. Si je vais utiliser un exemple en technologie éducative, si je suis le seul à avoir fait des études de cas auprès de 3 participants sur comment on peut utiliser un blog pour apprendre aux gens à avoir des pratiques d'hygiène, de bonnes pratiques d'hygiène dans un pays X, puis qu'il n'y a personne d'autre qui s'est intéressé à cet angle-là, même si j'ai fait une étude de cas auprès de 3 personnes, ben jusqu'à preuve du contraire, si tous les travaux, les données que j'ai ramassées c'est fait de façon rigoureuse, les données que je suggère sont probantes. Fait que voyez-vous, c'est pas une question que ce soit quali ou quanti, c'est qu'est-ce qu'on a comme savoir scientifique sur le sujet. Les revues de littérature thématisée sont nommées en anglais et on essaie d'y trouver un nom français. Overview, Rapid Review. Il n'y en a pas de nom en français. Overview, c'est vraiment global. Rapid Review, je fais comme des coups de sonde sur certains éléments. Fait que c'est pas des revues systématisées. Le processus de recherche documentaire, le processus pour se le réaliser, une Rapid Review n'est pas la même qu'un Overview, n'est pas la même qu'un Scoping Review, qui n'est pas la même d'une méta-analyse et une méga-analyse. La revue de littérature systématisée, il n'y a pas de terme en français, mais ça comprend tout ça. C'est toutes les formes tous les documents, on les traite tous. Est-ce que les universités peuvent donner accès payant à des moteurs de recherche boostés à l'IA pour faciliter le travail? J'en ai aucune idée. Il faudrait demander aux bibliothèques. N'est-ce pas parce qu'on est plus en sciences de l'éducation dans une approche centrée sur les sciences humaines et sociales et non dans les sciences dites dures qu'on n'approfondit pas la revue systématique de la littérature? C'est une belle question. V'là une trentaine d'années en santé, ils se retrouvaient exactement dans la même situation que nous. Et ils ont pris ce virage-là. Maintenant, il n'y a plus personne qui remet ça en question. Il y a puis je vais y arriver tantôt, il y a différents types de savoirs, puis il faut juste comme inculquer ce savoir-là dans les savoirs scientifiques, dans nos réflexions, dans nos écoles, auprès des enseignants. Puis c'est ça notre rôle comme chercheur, entre autres, de faire ce travail-là. Voilà. Tu sais, je vais donner un exemple. Si les gens qui travaillent en communauté d'apprentissage, on voit ça énormément, ben, s'ils sont 10 personnes autour qui identifient des problèmes, qui identifient des solutions à ces problèmes-là, ben, puis ils servent juste de leur expérience à eux, puis de leurs idées à eux, ça se peut que toutes leurs idées puis leur expérience leur proposent des mauvaises solutions. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'extérieur ou est-ce qu'il y a une démarche d'aller voir ce que dit la littérature scientifique sur la question pour inclure ça dans leur discussion? C'est une bonne question à se poser. Si on veut avancer en éducation, il faut inclure tous ces savoirs-là, mais pour avoir accès aux savoirs scientifiques, il faut faire une recherche documentaire qui va aller. C'est une nouvelle algorithme, la recherche documentaire. Je ne sais pas, je ne comprends pas le commentaire de Kamel. Peut-on vraiment parler de données probantes en éducation? Tout à fait. Je vais revenir tout à l'heure là-dessus. Quelles sont les limites d'une revue de littérature systématisée? Si les gens ils ont fait des biais, ils n'ont pas documenté, puis c'est pas reproductible, à mon avis, elle perd ses caractéristiques et sa qualité. Voilà. OK, je continue. Voilà. En éducation, que pouvons-nous faire? Bon, pour faire évoluer notre domaine, moi, je pense que le domaine de l'éducation, on doit tendre, chercher à s'améliorer puis se donner des effets leviers.
Éviter de refaire ce qui a déjà été fait, que ce soit bon ou que ce soit mauvais. Parce qu'on est bon là-dedans en éducation. Ah, j'ai une idée. Ah, on est trois personnes qui pensent la même affaire. Hey, on va essayer ça. Hey, on fait de l'innovation. Wouhou! On fait de l'innovation. Hey, on va faire ça, puis on va essayer de se trouver des fonds, puis on va essayer de se trouver une façon, puis on va essayer d'implanter ça. Oui, mais ça a-tu déjà été fait avant? Ça a-tu déjà été similaire, de façon similaire ou pas? Est-ce que ça a déjà été mesuré? Il faut aller vérifier ça aussi. Euh, Moi, je pense que quand on travaille dans un essai ou dans un mémoire, on doit chercher sur une recherche documentaire. Puis moi, c'est comme ça que je travaille avec mes étudiants. S'ils veulent faire un mémoire avec moi, ils vont faire une recherche documentaire de qualité le plus systématique possible. Si elle n'est pas, peut-être que vu que c'est un mémoire, on va peut-être cibler moins de bases de données. C'est une façon de travailler, mais au moins ça va être fait de façon systématique. Mais si on est dans un niveau de thèse ou un projet de recherche, on doit assurément réduire les biais, avoir un souci de transparence et de reproductibilité, et on va faire une recherche documentaire le plus systématique possible. Je- Systématisation comment on peut faire ce processus de recherche documentaire-là. Amorce du projet, il faut qu'on ait une équipe, au minimum le professeur, le directeur et l'étudiant. Si on est plusieurs étudiants qui travaillent sur le même sujet ou à peu près le même sujet, je vous invite à travailler en collaboration. Ça va vous aider, notamment pour faire de l'interjuge, se faire un échange échéancier. Choisir une méthodologie pertinente. En éducation, une bonne méthodologie, c'est la méthode EPI pour Evidence Policies. J'oublie l'acronyme, qu'est-ce qu'il veut dire, mais c'est un organisme dédié à une méthodologie de recherche systématique. Ça sont basés en Angleterre, si je me souviens bien. Développer une question de recherche, puis une liste préliminaire de critères d'éligibilité. Donc, on peut avoir une liste préliminaire, mais il faut être ouvert à les changer. Et si on apporte des changements, il faut les noter puis l'expliquer pourquoi. Donc, je vous donne un exemple. Dans un processus de recherche sur le comodal, on s'est intéressé sur le comodal en enseignement supérieur. Ben, qu'est-ce que le comodal? Quels sont les avantages et les limites? Bon, voyez-vous, c'est un paquet de questions qu'on cherchait à répondre. La référence est là, vous l'aurez dans le diaporama. Attention ici, évitez des périodes trop courtes parce que ça se peut que vous soyez à côté. Votre période, peut-être que la meilleure période, c'est peut-être de 2010 à 2016, là. Mais c'est là qu'il faut, parce que c'est là que ça a été traité. C'est pas parce qu'on est rendu en 2024, mais il faut traiter, puis il faut être conscient qu'il y a des périodes où il y a plus d'activités autour d'une ou plusieurs questions de recherche. Puis peut-être vous allez en avoir moins. Viser des documents évalués par les pairs, donc c'est en travaillant avec les bases de données. Planification, sélection des bases de données pertinentes, identification. Donc, moi, j'aime beaucoup travailler avec ERIC, Éducation Source, Teacher Reference Center, qui sont trois bases de données importantes en éducation. En anglais, malheureusement, ils référencent peu de textes en français. Donc, je complète souvent avec Kern puis Érudit qui font un bon travail du côté francophone. Mais allez voir avec un bibliothécaire, c'est leur travail de savoir quelles sont les bases de données à utiliser, dans quel domaine et pourquoi. Tu sais, je pense à PsychMed qui est le côté médical. Ben, si je m'intéresse à l'enseignement universitaire, du côté des gens en médecine et en santé, ils font beaucoup de travaux de recherche en enseignement universitaire. Mais c'est pas publié dans ERIC, ça va être publié dans PsychMed, et ainsi de suite. Voyez-vous, là, faut être au courant selon ce qu'on cherche. Et faire attention selon où vous vous connectez. Ce ne sont pas toutes les universités qui ont les mêmes, qui payent les mêmes droits, qui payent donc, je vous donne l'exemple ici, sur le comodal, ben, quand on a cherché dans ERIC, on était branché à la TÉLUQ, mais quand on a cherché dans Érudit, on était branché à l'Université de Montréal. C'est important de spécifier ça parce que les abonnements que paye la TÉLUQ et l'Université de Montréal ne sont pas les mêmes, donc on n'a pas accès aux mêmes. Si on fait les mêmes requêtes, on n'arrive pas au même résultat. Il faut juste, en le sachant, on peut le documenter. Identification des termes à utiliser. Ben, voyez-vous, ici, on cherche des termes en français, des termes en anglais. Ça, c'est les termes qu'on a imaginés, qu'on a cherchés dans les thésaurus, qu'on a regardé un peu dans Google Scholar, c'était quoi les termes qui pouvaient être utilisés. Donc, c'est les termes qu'on voulait chercher. Vous allez me dire, il y en a beaucoup, mais oui, mais après ça, c'est ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une recherche systématique de ces termes-là pour voir quels étaient les termes les plus payants. Et je vais y arriver. Ce qu'on va chercher à faire aussi, c'est ce que moi j'appelle des blocs de termes. Voyez-vous, la première ligne, ben, c'était le comodal en enseignement supérieur. Si je m'intéresse au plagiat et la tricherie en formation à distance en enseignement supérieur. Là, on a trois blocs. Enseignement explicite en formation à distance au primaire et au secondaire. Fait que, tu sais, on essaie de faire des blocs comme ça parce que ça va faire construire nos requêtes pour faire notre recherche documentaire. Euh,
Comment on choisit les termes? Mais voyez-vous, ça, c'est dans un processus de recension sur le plagiat et la tricherie. On a vérifié dans Eric si on utilisait le terme academic cheating, c'est un terme qui n'existe pas dans le thésaurus, c'est la colonne TH. Si on cherchait dans le titre, il y en avait 27 fois, dans le summary, dans les keywords, dans l'abstract, voyez-vous. Puis on a fait ce travail-là pour se rendre compte que les termes les plus payants à utiliser pour faire nos requêtes, donc on est très conscient qu'on a peut-être échappé des documents, mais les termes à utiliser, c'était cheating, integrity, puis plagiarism. Les autres, il y a peut-être des choses hyper intéressantes, mais ce n'est pas les termes qu'on a choisis. Est-ce que ma revue la recherche documentaire elle est systématique? Non, mais j'ai testé chacun des termes, puis j'ai choisi volontairement, si quelqu'un veut refaire le même travail que nous, voici les termes qu'il devait utiliser. S'il veut, devrait arriver au même résultat que nous. S'il veut dire, ben non, vous avez manqué quelque chose, vous auriez dû le faire avec Academic Fraud. Bon, ben, vas-y, mon grand, va faire ce travail-là, va utiliser Academic Fraud, puis viens voir si tu as trouvé. Reviens-nous collectivement pour dire, as-tu trouvé autre chose aussi? Voyez-vous? Donc, pour moi, c'est un travail rigoureux et c'est un travail qui est reproductible aussi en connaissant les limites de ce qu'on a fait. Donc, voilà, puis tout ça est rendu disponible dans un rapport de processus de recension que quelqu'un pourrait reprendre dans 3, 4, 5 ans et dire, bon, ben, si je veux actualiser, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais les mêmes requêtes? Puis je pourrais dire, depuis leur travail de Hébert et Al en 2022, ben, là, aujourd'hui, en 2024, est-ce qu'il y a quelque chose de plus qui est apparu? Donc, on peut construire sur ce travail-là. Et là, on construit avec les blocs de termes, on va construire nos requêtes. Et voyez-vous, là, on avait choisi des critères d'inclusion. Fait que dans Eric, on avait 619 résultats. Puis quand on a nos critères d'inclusion qui sont spécifiés dans notre rapport, on arrive à 491. Bon, vous voyez, fait que là, on arrive à faire on fait des choix comme ça. Combien en faut-il? C'est impossible à dire. Si on se rend compte qu'on avait eu 10 000 résultats, ben, on aurait peut-être été obligé de restreindre, on aurait pris des décisions, mais ces décisions-là sont réfléchies, elles sont documentées, puis on le dit. Ce qui peut être intéressant de faire, c'est de rajouter un bloc qui porte sur des revues et les méta-analyses. Donc, on peut aller vérifier, je prends l'exemple, comodal en enseignement supérieur. Est-ce qu'il existe des revues systématiques, des revues de littérature ou des méta-analyses sur ces questions-là? Puis là, on peut faire. S'il n'y en a pas, ben, parfait. S'il y en a, ben, on va aller voir parce que peut-être qu'il y a déjà des gens qui ont fait le travail qu'on veut faire. Ils ont peut-être répondu à nos questions. Si c'est récent, ben, on peut s'appuyer là-dessus. Si c'est moins récent ou si c'est mal fait, ben, on peut essayer de le refaire. Si c'est moins récent, on pourrait essayer de le refaire pour voir s'il y a des choses qui ont changé. Fait que voyez-vous, on construit, pour moi, c'est des blocs de construction qui vont donner des effets leviers. Réaliser, bon, on va choisir on va absolument faire un interjuge. Et là, il y a le logiciel, comment il s'appelle? C'est Coévidence. Oui, mais c'est pas, mais il y a un outil qui peut nous aider à faire ça. On va ajuster nos critères d'éligibilité. On va faire la lecture approfondie pour se rendre compte que peut-être des textes que finalement on n'a pas choisis. Et on va faire un Prisma flowchart, là, c'est-à-dire que euh, ça ressemble à ça, mais je reviens. Il y a des outils, moi j'aime beaucoup utiliser Zotero parce qu'on peut faire du drag and drop, là. Autrement dit, j'utilise Zotero, on se fait j'exporte des bases de données directement dans Zotero. Fait que voyez-vous, exportation Kern à telle date. Toutes les références ont été exportées là, Eric, érudit. Ensuite de ça, on va faire une élimination des doublons. On va faire un interjuge. Puis on va arriver à une liste de textes pour analyse. Puis c'est ces textes-là qu'on va lire. Et à partir de là, ben, on va tenter de répondre à nos questions. Et tout ça est documenté, c'est-à-dire que j'en avais combien au départ, j'en ai exclu combien en enlevant les doublons, j'en ai examiné combien en interjuge, j'en ai gardé combien, y a-t-il des documents qu'on n'a pas été capable de mettre la main dessus, puis on les a lus de façon approfondie, puis quand on a une sélection après lecture approfondie, on est arrivé à dire, ben, au début, j'en avais 727 en haut, puis à la fin, ben, j'en avais 66 à lire, et c'est avec ça que je vais tenter de répondre aux questions. Et les références de ces 66 documents-là sont toutes en annexe dans le rapport. Donc, si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce qu'on va avoir interprété comme résultat, il veut refaire le travail, bien, il peut le refaire il peut répliquer le travail, il peut vérifier le travail. Et si on utilise d'autres sources, là, des cherry pick qu'on appelle dans la littérature grise, bon, on peut avoir un autre type de schéma Prisma. Ensuite de ça, on va vouloir chercher à synthétiser. Et c'est là qu'on pourrait peut-être choisir, si on se rend compte qu'on a plein de données qualitatives, des études de cas, ben, on pourrait dire, bon, ben, OK, je m'en vais là-dessus, je vais prendre ce filon-là, je vais exclure les autres, puis je vais travailler là-dessus, puis on va dire, bon, ben, que dit la recherche qualitative, sur quoi porte-t-elle sur un sujet X, et ainsi de suite. Et on va faire un rapport. C'est comme ça, je dis, on peut choisir le type de revue qu'on voudrait faire.
en suivant le protocole. On pourrait aussi appliquer la notion de niveau de preuve, c'est-à-dire que quelles sont la littérature qui sont, selon la pyramide des preuves, de niveau de preuve. On pourrait dire, ben, tout ça, c'est du niveau 1, tout ça, c'est du niveau 2, tout ça, c'est du niveau 3, puis on peut travailler avec ça. On peut travailler comme ça. Si on travaille avec des études de cas ou des données qualitatives, on peut chercher à faire de l'agrégation. Tout ça est possible, là, mais la clé, l'élément de base à tout ça, c'est d'avoir une recherche documentaire qui est le plus systématique possible. Euh, et là, j'arrive à ma notion de données probantes, c'est-à-dire que en éducation, on a beaucoup de données. Si vous prenez le premier, le graphique rose, le cercle rose, on a beaucoup de savoir d'expérience des personnes concernées, c'est-à-dire que l'enseignant, vous avez toute une histoire, là, l'enseignant, moi je sais comment ça devrait marcher, je l'ai déjà testé dans ma classe, je sais comment ça se passe. Donc, les enseignants, ils ont tous un savoir qu'il faut considérer. Il faut le considérer, puis ça peut venir moduler certaines choses. On a aussi le savoir d'expérience non, excusez, je recommence. Savoir d'expérience des personnes concernées, c'est ce qu'on sait à propos des gens qui vivent la situation. Fait que ce qu'on sait, comment les élèves vont vivre une approche pédagogique, comment ils se sentent dans cette situation-là. On peut avoir des informations là-dessus, mais les informations peuvent venir d'observateurs, une direction d'école, un enseignant. Le savoir d'expérience des praticiens, c'est le cercle en haut à droite. Ça, c'est ce que l'enseignant sait par rapport à une question. Et il y a aussi une question de savoir contextuel, qui est le cercle bleu en bas. Donc, dans telle situation, dans telle école, dans telle région, il y a ça aussi qu'il faut prendre en considération. Mais tout ça, ce sont des savoirs qu'il faut considérer en éducation. C'est des savoirs souvent pratiques, c'est des savoirs de tradition, je dirais pratiquement orales, qui sont hyper intéressants, mais qui ne sont pas des savoirs scientifiques. Les savoirs scientifiques, c'est ce qui vient de la littérature scientifique, c'est ce qui a été documenté avec des processus et des méthodologies rigoureuses. Mais pour arriver à avoir une pratique basée sur des données probantes, il faut être capable de considérer l'ensemble de ces quatre types de savoirs-là. C'est-à-dire qu'il faut à la fois considérer ce qui vient du terrain, par les gens qui sont là, par les gens, ce qu'on sait sur le terrain, mais qui n'est pas documenté, et ce qui a été documenté aussi. Et là, à partir de là, on peut avoir des pratiques qu'on peut qualifier de basées sur les données probantes. Si je faisais un parallèle en santé, ben, le médecin, il peut aussi se dire, ah, je sais que telle approche peut fonctionner, mais il y a des cas où j'ai vu où ce que ça ne fonctionnait pas. Moi, à mon avis, je prends la décision que, considérant, je ne sais pas, moi, tel médicament ou telle posologie à faire, ça fonctionnera pas. Je prends une décision basée sur d'autres types de savoirs qui va me permettre de le faire, puis je vais continuer à travailler là-dessus. Mais c'est ça, c'est la joie de travailler avec les données probantes, à mon avis, puis on doit viser à travailler comme ça, qu'on ne peut pas exclure ce que les gens savent de ce que et on ne doit pas exclure ce que la littérature dit. Ou est-ce qu'on a peut-être une faiblesse présentement en éducation, c'est de ne pas aller voir ce que disent les savoirs scientifiques. Et ça, c'est un beau défi que les chercheurs, on doit faire, c'est-à-dire qu'on doit être capable de transmettre les savoirs scientifiques, les faire percoler pour que les gens sur le terrain le sachent. Et il faut savoir aussi ce que les gens sur le terrain savent, puis à la limite, les étudier pour qu'ils deviennent des savoirs scientifiques. Euh, Voilà. Au moment de la rédaction, on va sélectionner les textes, on va évaluer la qualité, on va faire des fiches descriptives, on peut utiliser des logiciels comme NVivo, QDA Miner pour faire du traitement qualitatif de ce qu'il y a dans les textes qu'on lit. Tu sais, là, il y a d'autres outils qui peuvent être utilisés. Et là, on va regarder un certain nombre d'éléments. Là, on peut catégoriser certains types d'éléments. Tu sais, est-ce que c'est tel type, telle approche de recherche, la durée, les échantillons, bon, tu sais, c'est tous des éléments qui peuvent nous aider à classer les textes, mais ce classement-là ne nous permet pas, nous permet juste à donner, comment je pourrais dire, à comparer ou nous aider à organiser les données. Mais il faudrait réussir à faire part de toutes ces données-là. Voilà. Et à la fin, ce que moi, je pense qu'on devrait faire, tout chercheur devrait faire, c'est d'être au-delà des publications scientifiques. Il faut aussi publier un rapport de processus qui va contenir quelles sont les questions, quelles sont les bases de données, les termes qu'on a utilisés, les termes qu'on a analysés dans les bases de données, quelles sont les requêtes qu'on a faites. Est-ce qu'on a rajouté des cherry picks, autrement dit des textes incontournables qui n'ont pas sorti? C'est quoi le schéma Prisma et l'ensemble des références qu'on a lues pour faire notre rapport. Pour moi, si on prend cette habitude-là de partager ce rapport-là puis de le rendre public,
mais on va faire ce qu'on appelle de la science ouverte qui va nous permettre à d'autres chercheurs de reprendre les mêmes chemins, de vérifier les travaux des autres et d'éviter de recommencer la roue. S'il y a quelqu'un qui a déjà fait un travail de recherche rigoureux, ben, on peut repartir de là. Autrement dit, c'est le même sentier, on va peut-être faire un pas de plus ou un pas de côté, et ainsi de suite. Et ça peut être rendu disponible de différentes façons. Puis ça, c'est ce qu'on appelle les sciences ouvertes, là. Il existe Dataverse, Borealis, ResearchGate. À la limite, on pourrait publier nos rapports de processus et ça va rendre transparent notre processus de recherche documentaire pour favoriser la reproductibilité, améliorer les processus pour tout le monde. Ça va peut-être nous aider à ajouter des bases de données, chercher des termes qui ont été non utilisés. Voyez-vous, on peut pousser plus loin et ça peut s'actualiser au fil du temps. Puis même à la limite, si on se rend compte, je ne sais pas moi, qu'il n'y avait pas de données quantitatives, puis 5 ans plus tard, là, il y en a, ben, on peut peut-être dire, ah, ben maintenant, on sait qu'il y en a, ben là, on peut peut-être faire une recherche, faire une méta-analyse ou ainsi de suite. Vous comprenez? Voilà. Je parle, genre, je n'ai pas regardé l'heure, là. Moi, j'oublie. OK. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Trouvez-vous ça intéressant? Euh, Question, avez-vous un arbre de décision qui nous permet de nommer le fruit du travail de la revue de littérature systématique, méta-analyse? Non, j'en ai pas. Je ne suis pas rendu là dans mes réflexions. Je trouve qu'il y a pas, les typologies s'appliquent peut-être pas. Il y a peut-être des types de revues qui ne s'appliquent pas non plus. Donc, je pense qu'il faut définir ça, mais il faut être conscient. En ayant fait une recherche documentaire, après ça, à mon avis, on peut déjà peut-être envisager d'utiliser une approche plus qu'une autre. Et je pense, entre autres, là, je pense que c'est Chantal Tremblay dernièrement qui s'intéressait à l'UQAM, qui s'intéressait, qui a fait une. Elle dit, moi, je vais faire une scoping review sur les évaluations puis l'intelligence artificielle. Ben, scoping review, je le sais, à la base, c'est quelque chose qui est beaucoup plus rapide, puis on fait ça avec des données qui sont récentes. Bon. Ben, tant mieux si on se met à faire des scoping review, puis on sait, c'est qu'on on définit ce que nous, en éducation, on entend par scoping review. Ben, si je sais qu'elle travaille là-dessus présentement, puis elle l'a annoncé, ben, j'irai pas faire le même travail qu'elle. Si quelqu'un dit, moi, je vais faire une méta-analyse, une méga-analyse sur tel élément, ben, parfait. Tu sais, en santé, c'est ce qu'ils font, c'est que les chercheurs annoncent sur quoi ils vont travailler, puis les gens les laissent travailler. Puis ils disent, ben, quand tu sauras terminer, ben, on va être content d'avoir le fruit de tes recherches. Mais je pense qu'il faut développer un peu cette culture-là. Lorsqu'un document est au format électronique, le lien n'est pas toujours automatiquement fourni. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faculté d'éducation physique. Là, je ne comprends pas la question, Monsieur Haddadi. Est-ce qu'il est mieux de combler processus très ciblé avec recherche exploratoire? Je trouve que c'est bien pour alimenter, mais parfois j'ai tendance à oublier de tout noter. Ah, ben là, euh, je ne suis pas certain de comprendre, là. Est-ce qu'il est mieux de combler processus très ciblé avec recherche exploratoire? Ben, même une recherche exploratoire, pour moi, devrait se faire avec un processus très ciblé, très systématique, là. Je pense qu'il faut faire. C'est ça le plus important. Ça veut dire qu'une fois qu'on a trouvé les documents, on peut cibler qu'est-ce qu'on veut explorer davantage, là. Euh, mais partez avec des questions plus larges. Puis ça se peut que vous aviez 3, 4, 5 questions, puis finalement, vous avez la documentation vous permet. Ça, ça peut être trop ambitieux, mais vous allez, je vais en garder juste une, puis je vais travailler avec ça. Tu sais, c'est l'autre façon aussi, il faut apprendre à se donner des limites, là, pour pas dire, ah, mon Dieu, il y a 200 textes à lire. Bon, OK. Mais si je pars des résumés, je lis les résumés, je me rends compte que je vais prendre cet aspect-là, ben, je vais travailler avec ça, tant mieux. Mais le chemin est balisé pour l'autre personne qui pourrait arriver, puis dire, moi, je vais l'étudier, l'autre aspect que vous n'avez pas pris. C'est correct, à mon avis. Mais qu'est-ce qui va nous permettre de retravailler, reprendre les mêmes pas de tout le monde, c'est de déclarer notre processus de recherche pour le répliquer par ceux qui voudraient le répliquer. Avez-vous des exemples de modèles de rapport de processus que nous pourrions consulter? Tout à fait. Si vous cherchez processus de recension systématique avec Gérin Lajoie, vous devriez en trouver deux, trois, là. C'est fait avec des étudiants. J'en ai quelques-uns, là, j'en ai deux ou trois qui sont à publier, mais vous en avez déjà des exemples qui peuvent vous inspirer. Il faudrait faire un tableau de toutes les équations réalisées en exploratoire pour éviter une limite. Je comprends toujours pas davantage, Madame Dugas, je suis désolé. Que pensez-vous de l'outil Connected Papers? Aucune idée, je ne le connais pas. Je pense que j'ai déjà entendu le nom, mais je ne l'ai pas exploré. Merci, car la pratique sur les données probantes est souvent mal comprise en éducation, souvent comprise comme si c'était une négation de l'expérience pratique, de la connaissance des élèves. Vous avez en moi. Être un praticien réflexif, c'est utiliser une démarche de pratique basée sur des données probantes. Oui, mais il faut.
Je suis tout à fait d'accord, mais par contre, le praticien réflexif, ça veut dire qu'il faudrait aller consulter s'assurer d'aller consulter les savoirs scientifiques. C'est ça, c'est souvent là qu'il y a une nuance que les gens font pas. Lorsqu'un document est au format électronique, le lien n'est pas toujours. Bon, ça a été dit. Monsieur Haddadi. Est-ce qu'il faut considérer systématiquement une revue payante comme une revue prédatrice? En Afrique, les revues universitaires sont toutes payantes. J'en ai aucune idée. Je pourrais pas vous dire. Je vais voir avec un bibliothécaire. Très intéressant. Connaissez-vous des outils d'IA susceptibles d'aider à l'analyse des données? Non, non. J'en entends parler à l'occasion des gens qui disent ah, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Jusqu'à maintenant, j'ai pas testé puis j'ai pas vu de merveilleux efficace. Tant mieux si ça s'en va vers là, mais j'aurais peur de perdre la richesse. Mais ça serait intéressant à creuser. Si vous voulez en faire une ou vous voulez faire une comparaison en utiliser, faites-moi signe, on pourra le faire. J'ai deux, trois revues là, qui démarrent prochainement. Peut-on parler d'une recherche documentaire systématique? Là? Je ne sais pas, Kamel, à quoi elle réfère. Certains auteurs, par manque de référence, utilisent fréquemment l'option citer par. Que pensez-vous? Ben, je l'ai dit tout à l'heure, citer par, là, c'est. Il faut aller aux sources. Qu'est-ce qui nous dit qu'il a vraiment bien cité cette personne-là? Je vais vous donner un parallèle. Des fois, je vais dans des conférences, puis là, tu vas apparaître la diapositive. Comme l'a dit Gérin Lajoie, là, sur le coup, là, j'ai toujours un petit pincement, là, une petite émotion, parce que je me dis, qu'est-ce que la personne a cité, puis comment elle l'a cité? Parce que ça se peut que ça ait dénaturé ce que j'ai écrit ou ce que j'ai dit. Fait que si c'est quelqu'un qui cite quelqu'un, ben, le jeu du téléphone arabe peut être embêtant. Fait que autant que possible, aller aux sources. Quelle est l'importance du diagramme Prisma? Comment donc doit-on l'utiliser? Ben, pour moi, c'est le diagramme Prisma, c'est une attestation de ce qu'on a fait schématiquement. J'avais 1273 articles au départ. Quand j'ai éliminé les doublons, j'ai éliminé les textes qui ne marchaient pas dans l'équipe, on a fait ça. Il nous en restait 46 qui, selon nous, vont nous permettre de répondre à nos questions. Et là, on s'en va lire et on va tenter de répondre à nos questions. Fait que c'est comme une attestation, mais c'est pas suffisant. Quelles étaient les requêtes utilisées? Dans quelle base de données? Connectées avec quelle université? Quels étaient les mots-clés utilisés? Comment vous avez choisi ces mots-clés-là? C'est là que le rapport de processus de recension devient pertinent parce que toute l'information, elle est là. Voilà. Pouvez-vous revenir sur la méthode EPI? Oui, brièvement, je peux revenir là-dessus. C'est-à-dire que la méthode EPI, ils ont un processus, ils ont des outils, mais leurs outils, honnêtement, ils ne fonctionnent pas. En tout cas, les derniers essais que j'ai faits n'étaient pas très performants. Mais la méthode EPI, ça revient à dire quelles sont tes questions de recherche, quel est le protocole que tu vas mettre en place pour répondre à ces questions de recherche-là dans ta recherche documentaire. Je le résume comme ça. Puis qu'on soit capable de reprendre ça. Que quelqu'un d'autre peut le refaire sans se poser, sans se perdre. Qui arriverait techniquement, s'il le laissait la semaine d'après, devrait arriver au même résultat en frais de requête et ainsi de suite. Donc, je le résume comme ça, mais c'est une bonne façon de lire, c'est une bonne lecture à faire avant de se lancer dans une recherche documentaire. Peut-on avoir votre adresse électronique? Ben, cherchez sur l'Université TÉLUQ, puis vous allez avoir la réponse à ça. Vous allez me trouver. Euh, Quelques minutes pour la conclusion. Arrivons-nous à faire des revues systématiques en littérature en éducation? Ben, je pense que oui, on devrait tendre vers ça. Peut-être que ça pourrait être un mandat pour l'INE. Moi, je pense que ça devrait être leur mandat principal. Est-ce que nous pouvons systématiser nos recherches documentaires en éducation? Je pense qu'il faut tendre vers ça, mais dans un processus de science ouverte, réplicable, partagé. Moi, j'aurais aucun problème à ce qu'un étudiant prenne, mettons, le processus de recherche sur le comodal en enseignement supérieur, ben, un étudiant à l'essai mémoire dit, ben, moi, je m'intéresse à la question, ben, va reprendre la recherche, puis prends le même sentier, mais au bout, si tu veux faire un pas de côté ou un autre pas en avant, ben, reprends le même travail, là, on le fait, là. Si tu veux rajouter une base de données pour voir s'il y a d'autres choses, tant mieux, tu peux le faire. Si tu veux utiliser d'autres termes, ben, fais-le, puis reviens-nous. C'est tout aussi important puis on va le partager. On pourra en discuter, puis on pourra partager, puis dire, ben moi, je l'ai été vérifié, ça. Je pense que c'est ça qu'il faut réussir à faire comme travail. Devrions-nous miser sur une approche ouverte et transparente? Ben, je pense que ma position est assez claire là-dessus. Euh,
Je vais prendre les questions commentaires. La présentation d'aujourd'hui va être disponible sur le site du CRIFPE, mais est aussi déjà disponible là, sur l'adresse AirLib là, qui est là présentement. Puis quelqu'un demandait mon courriel tout à l'heure, ben, il est à l'écran présentement. Question commentaire. Pour l'IA, j'ai testé Notebook LM. Il fonctionne bien, il intègre des sources. OK, c'est intéressant. Il demeure souvent en surface. Ben, c'est ça le problème de l'IA. Il va lire en surface, mais souvent, c'est la richesse. Là. Tu sais, si vous cherchez à agréger des données qualitatives de rencontres, d'entrevues auprès de personnes, il va peut-être falloir faire un traitement manuel. Là. Je sais pas. Je sais pas si ça va. C'est à suivre, je vais dire ça comme ça. Connaissez-vous des applications récentes permettant de faire des réseaux, des constellations de concepts à partir d'une recension? Non, je connais pas. Je suis pas certain de saisir à quoi ça peut servir, mais je serais intéressé. Si vous voulez en parler, je serais intéressé à voir ça. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres messages? Non, ça semble être... OK. Je pense que c'est la fin. oui. Oh, mon Dieu. Hey, on est d'un temps en plus. Oui. Donc, ben, je remercie tout le monde. On était près d'au-dessus de 200 personnes tout au long de la conférence. On a vu par vos questions là, que ça a suscité beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup à toi aussi, Serge, là, avec ta présentation excellente, tes réponses claires et concises. Donc, J'essaie, Stéphane. ah non, Je suis jeune encore, fait que je me trompe des fois, mais j'essaie d'être. c'était très bien, vraiment, là, la participation l'a montré aussi. Donc, ben, un grand merci encore. Puis aux gens qui étaient présents, ben, continuez de nous suivre. Il va y avoir des prochaines présentations aussi par le CRIF-PEQ. Et si vous avez des questions, j'ai les coordonnées aussi concernant la conférence d'aujourd'hui, les coordonnées de Serge là, à l'écran. Oui, Donc, un puis grand merci à tous et à toutes. n'hésitez pas à communiquer avec moi. Si vous voulez pousser des réflexions, ça vaut la peine. Je me définis pas comme étant un expert. La question des données probantes, je pense qu'on a beaucoup de réflexions à faire, puis on a beaucoup de discussions à faire pour bien voir si on maîtrise bien ensemble, mais peu importe si on travaille avec les données probantes, si on veut, comme domaine d'étude, aller plus loin, il va falloir s'appuyer sur de la recherche documentaire. Il y a des outils à définir, il y a des outils, il y a des définitions à se donner, mais je pense qu'on ne peut pas s'en sortir. Sinon, on va tourner en rond, on va faire de la fausse innovation, on va avoir des fausses bonnes idées, on va reprendre des idées qu'on a oubliées qui ont déjà été proposées. Je pense que c'est ça la clé comme chercheur, étudiant et professeur, là, c'est la clé, c'est de s'appuyer sur connaître ce qu'on connaît, ce qu'on connaît pas. Puis je pense que c'est ça. Faut aller par là, à mon avis. Parfait. Donc, il y avait d'autres questions, là, mais si vous avez des questions, contactez Serge concernant une référence de la Tulipe 2024 et tout. Donc, si jamais vous avez d'autres interrogations, parce que je sens que ça pourrait continuer encore pendant 15 minutes, les questions qui arrivent, et on est maintenant à la fin. Donc, un grand merci encore et suivez.